20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir et bienvenue dans Storytelling Summer sur Fréquence ESJ Incento. C'est de plus en plus compliqué de parler au début de l'émission. Alors je comprends que vous soyez contents, mais quand même laissez-moi parler. Pendant tout l'été, Fréquence ESJ vous accompagne, que vous soyez en vacances ou au boulot. Ne vous inquiétez pas, Fréquence ESJ et Storytelling jouent les prolongations avec Storytelling Summer. Au programme de cet épisode, ils sont toujours par paire, ils sont à découvert, mais ils ont décidé d'évoquer 2 milliardaires et un investisseur dans les crypto-monnaies. C'est Raphaël Bardona avec ses meilleurs ennemis et Adrien Hardy avec sa boulette aux grosses conséquences. Et depuis des siècles, la région de Reims vit grâce à un homme, un inventeur de génie qui a révolutionné le monde des boîtes de nuit. Et Zoé Bontemps vous le présente dans son éphéméride du 4 août. Restez loin de tout pendant un moment, l'océan à perte de vue. Ça donne envie comme projet de vacances, non ? Eh ben, pas pour l'inconnu au bataillon de ce soir d'Axel Rebaud qui a dû trouver ses 14 mois de galère particulièrement longs. Manon Blangis et son CSA de Fréquence ESJ sont aussi là pour dévoiler les secrets d'un des tubes de Sean Paul. Et Théo Grévin vous conseille les meilleures lunettes de soleil pour passer l'été. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. On est parti pour une heure ensemble avec des histoires incroyables mais vraies pour l'épisode 4 de Storytelling Summer. L'épisode 5, pardon, excusez-moi, déjà sur Fréquence ESJ. It's and Talk. Pour commencer cet épisode en ce mercredi 4 août, le moment que les Haussiens attendaient est enfin arrivé. Le mois d'août a commencé et les juilletistes rentrent enfin chez eux. La moitié des Français va donc pouvoir profiter tranquillement des vacances. Mais qui sont-ils derrière leurs lunettes de soleil ? Qui sont ces personnes surnommées Haussiens qui ne supportent pas le mois de juillet ? Manon Blangis, vous nous éclairez sur la question. C'est la bande originale des Haussiens. Bonsoir Manon. Bonsoir Bastien. La guerre. Juilletistes versus Haussiens. Le week-end de chassé-croisé arrive et va y avoir du sang, je vous le dis. Non, historiquement ou pas, les juilletistes seraient des fainéants qui partent en vacances alors que tout le monde travaille encore et rentrent seulement quand l'activité des entreprises est au plus bas. Quant aux Haussiens, les lèche-bottes, eux, s'entassent sur la table en famille et ne veulent que le soleil et surtout s'amuser. Mais attention, cette rivalité ne vient pas de nulle part. Ah oui. Les Haussiens non plus d'ailleurs. À l'origine, ils ne partaient en fait même pas en vacances. Ah bon ? Voilà, les Haussiens désignaient tous ceux qui restaient dans les grandes villes à travailler au mois d'août. Pas de chance. Des salariés qui se sentaient clairement comme ça. Non, je les plains là depuis. Ouais. Heureusement, les vacances se sont grandement démocratisées. Et qu'est-ce qui coïncidait avec la fermeture des usines ? Le mois d'août, évidemment. Les Haussiens ont donc progressivement désigné les ouvriers et plus globalement les salariés qui partaient en vacances en août. D'accord. Ce qui s'est confirmé d'ailleurs en 1969 avec la 4e semaine de congé payé qui arrivait en août. Bref, en clair, juillet, c'est pour les Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. voilà, les gens qui portent Gucci, le Gucci gang. Et août, c'est pour ceux qui chantent ça. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde. Le chant des ouvriers. Voilà. La main sur le cœur. Le vrai. Non, bon, je vous dirai pas pour qui je suis, mais les vacances en août, c'est quand même la base. Qu'on se le dise, en réalité, ça fait bien 15 ans que les Haussiens et les juilletistes se mélangent. Notre système a quelque peu évolué quand même. Et ce qui est beau, c'est que finalement, on est tous unis face à l'ennemi commun, les septembristes. Ah oui. Haussiens et juilletistes, 2 ennemis, main dans la main. Être ami ennemi au fil de la mélodie. Être ami ennemi, le temps nous a désunis. On espère tout de même que les juilletistes ont passé de bonnes vacances et que ce sera aussi le cas pour les Haussiens. Faites quand même très attention sur les routes ce week-end avec le chassé-croisé qui vous attend. Merci Manon Blangis. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h04 dans Storytelling Summer, on vous accompagne pendant tout l'été où vous soyez au travail, en vacances. Et on est tous habillés pour l'occasion en mode summer. Autour de la table, j'ai Manon Blangis qui a mis un petit haut rouge à la mode alerte à Malibu, on va dire. Et puis on a Axel Rebaud qui a une magnifique couronne à fleurs, un peu trop grande pour lui, mais c'est à cause de son physique. Si vous partez en vacances, vous avez peut-être opté pour une croisière en amour.
amoureux par exemple, mais lors de l'âge d'or de la piraterie, c'était très clairement spécifié, les femmes n'étaient pas admises à bord, que ce soit chez les corsaires ou leurs ennemis toujours, les pirates. Et pourtant, notre agent de la brigade des fausses bonnes infos, Axel, vous êtes très clair, des femmes ont bien pris la mer pour devenir pirates. Bonsoir Axel. Bonsoir Bastien, et pourtant c'est pas faute de l'avoir écrit noir sur blanc, qu'elles avaient pas le droit. Dès le 18e siècle, on retrouve le code des pirates, un texte rédigé, c'est très sérieux, un texte rédigé en 1720 par le pirate Bartholomew Roberts. Tous les hommes doivent signer le code avant de monter à bord. Alors là je vois déjà votre gamin arrêter la construction de son château de sable. Il vous regarde avec des yeux émerveillés. Le code des pirates. Et oui, ça a vraiment existé. Commandement numéro 3 par exemple, il est interdit de jouer de l'argent au dé ou aux cartes. Commandement numéro 5, les hommes doivent avoir leur fusil, leur sabre et leur pistolet toujours propres et en état de marche. C'est super comme commandement. Et commandement numéro 6, la présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Donc là votre gamin il est dépité. Et ça paraît, apparemment ça perturbait les membres d'équipage. Sauf que les gars, une coloc de 40 mecs sur l'eau qui partent souvent pour plusieurs années d'ailleurs, qui travaillent, dorment, vivent au même endroit sans possibilité de quitter les lieux, même si tu supportes plus ton voisin de gauche. J'ai vécu suffisamment de confinement les gars pour vous dire, c'est pas l'absence de femmes qui va vous empêcher de vous entretuer. Et bonjour l'odeur, interdite ou pas, l'histoire a bien vu son lot de femmes criminelles ou juste ayant soif d'aventure, des femmes qui ont bel et bien navigué et exercé en tant que pirates. Souvent elles se travestissaient au début en fait, parce que bon, ça reste un monde d'hommes, donc tu peux pas faire confiance à n'importe qui, mais certaines finissaient par ne plus se cacher du tout, comme Mary Reid et Anne Bonny qui bossaient pour le célèbre Jack Rackham. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui. Rackham le rouge ? Non, rien à voir. Mais ma préférée, ça reste Xing Shi. Xing Shi, c'est une pirate chinoise du 19e siècle, mais elle a d'abord gagné sa vie en tant que prostituée. Xing Shi, il fallait pas, disons, je vois qu'il y a des l'importuner dans le studio. Franchement, c'est une vipère, vous devriez pas. Un jour, elle se fait enlever par un célèbre pirate chinois, puis je sais pas comment elle a réussi à l'embrouiller, mais elle finit par l'épouser. Le mari finit par décéder, et bim, qui c'est qui reprend les rênes de toute la flotte? C'est Lady. J'aime bien. Papa, comment est-ce que t'as rencontré maman? Bah, je l'ai kidnappé. Sauf que là, pour Xing Shi, on parle d'une armée de 1800 navires pour 80 000 hommes. C'est colossal. 80 000 hommes, tous directement sous ses ordres. Donc, en termes d'ascension sociale, la pirate Xing Shi, elle se pose là. Ouais, ces femmes restaient une minorité, bien sûr. Les navires étaient loin d'être des havres d'égalité, mais des femmes ont donc bel et bien été pirates. Certaines étaient donc même à la tête de leur propre flotte, comme Xing Shi. Merci, Axel Rebo. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h07 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, du mobilier urbain parisien et une rivalité qui a marqué l'histoire de la NBA. C'est dans moins de 3 minutes avec Théo Grévin et Raphaël Bardona. Juste avant, c'est un titre sulfureux avec un clip qui a fait scandale à sa sortie. Une esthétique religieuse et militaire pour ce tube de Lady Gaga qui va s'attirer les foudres d'associations catholiques et même de Katy Perry, fille de pasteur et très croyante. Ce titre, c'est Alejandro et c'est sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h12 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Storytelling Summer, c'est jusqu'à 21h et vous pouvez tout au long de l'émission réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok, voilà, pour nous dire par exemple ce que vous pensez des tenues de chacun ce soir. Raphaël Bardona, juste en face de moi, est venu très simple, torse nu, la petite serviette de la piscine autour des épaules, mais c'est comme ça qu'on l'aime nature. Les Jeux Olympiques se terminent dimanche au Japon. La plus grande compétition du monde est un événement où les basketteurs américains ont l'habitude de briller. C'est l'occasion pour les adversaires en NBA, la ligue américaine, de jouer ensemble, mais parfois ses coéquipiers ne s'entendent pas du tout. C'est le cas de Michael Jordan et Isaiah Thomas qui ne s'appréciaient pas du tout à la fin des années 80. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bastien. La rivalité entre les deux joueurs remonte à 1985. Isaiah Thomas est originaire de Chicago, la ville où joue Michael Jordan. Merci Bastien. Et vous êtes un puits de science. Je touche ma bille en sport, c'est vrai. Et alors qu'il rentre voir sa famille, Thomas voit son neveu avec un maillot de Jordan. Ah oui. Énervé, c'est à ce moment qu'il va se dire: à chaque fois que je joue contre ce mec, faut que je sois meilleur que lui. On doit donc cette rivalité à un enfant de 9 ans. Et Isaiah Thomas parlait super bien français en tout cas. Et à la fin des années 80, les deux jouent dans les meilleures équipes de NBA du moment, les Pistons de Détroit pour Thomas et les Bulls de Chicago pour Jordan. Et du coup, les deux joueurs se retrouvent souvent l'un contre l'autre dans ce qu'on pourrait appeler une demi-finale de NBA. En 88, 89 et 90, les Pistons éliminent les Bulls et à chaque fois, Thomas balance à Jordan. Violente là, c'est ou encore. Il est pas dans le match, en tout cas. Et ça, c'est vraiment pas gentil de dire ça. Et après, il lui met des coups dans les côtes, dans la gorge.
tout est bon pour arrêter l'un des meilleurs basketballeurs de l'histoire. Un des basketballeurs. Basketteur. Effectivement. Michael Jordan déteste les Pistons et encore plus Isaiah Thomas qui le frustre chaque année. Oui, parce que en plus de l'éliminer, Détroit est champion de NBA en 89 et en 90 Ah oui. et ça rend fou Jordan. Compétiteur. Voilà, mais en 91, il tient enfin sa revanche. En demi-finale de NBA, la conférence Est, ses Bulls battent les Pistons. Michael est au paradis, mais il a du respect pour son rival et veut aller lui serrer la main à la fin du match, sauf qu'Isaiah Thomas est introuvable. Et là non plus, il est pas là. En fait, les joueurs des Pistons sont tout simplement quittés le parquet avant la fin du match sans serrer la main à personne, Ouais. ni au revoir, ni merci, Ouais, ni salut. C'est pas très sympa, mais pourquoi ils ont fait ça? Thomas a déclaré après le match qu'il n'avait pas apprécié la déclaration du numéro 23 des Bulls. Oh, faut pas le prendre comme ça. Non, mais Jordan en même temps il avait expliqué la veille du match que Détroit c'était une équipe moche et qui faisait du mal au basket et Oh. du coup il est pas content le petit Isaiah. Et la haine entre les deux prend un tournant irréversible en 92. Au moment de sélectionner les joueurs qui doivent faire les JO de Barcelone, le manager de Team USA veut prendre Thomas, logique vu que c'est un des meilleurs joueurs Ouais. de NBA, sauf que Jordan il dit clairement Oh hell no. C'est soit lui, soit Thomas, et comme on ne dit pas non au meilleur joueur de tous les temps, Ouais. Isaiah Thomas ne sera pas pris. Le pauvre. Les États-Unis gagnent les JO après avoir littéralement roulé sur la compétition. Après ça, Jordan prendra un clair ascendant sur son rival de toujours. Et aujourd'hui, si en public les deux hommes semblent amis, une certaine rancœur existe quand même entre eux dans les coulisses. Thomas en veut toujours à Jordan de l'avoir éjecté de la Dream Team de 92 pour les JO, et Jordan blâme encore le jeu un peu trop physique de Détroit. Ça se mettait de sacrés coups de coude à l'époque. Merci Raphaël Bardona. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h15 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk ensemble jusqu'à 21h dans cet épisode de Storytelling Summer. On est là pour vous tout l'été, que vous soyez à la plage en train de vous détendre ou au travail, un peu moins en train de vous détendre, mais en tout cas, tenez bon, on est là pour vous. Nous sommes en plein été, mais certains d'entre vous n'ont donc peut-être pas de vacances, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous et on reste à Paris pour vous tout l'été. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville est un peu vide en ce moment. Alors, normalement, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un banc pour vous asseoir dans la capitale, et c'est justement l'objet de votre première vente improbable ce soir. Théo Grévin, bonsoir Théo. Bonsoir Bastien. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on découvre toujours des musiques très modernes avec vous. Voilà, mais on en a besoin avec cette équipe. Paris au mois d'août, Charles Aznavour. Le son commence à dater, mais l'ambiance à Paris au mois d'août reste la même. Oui. Il n'y a personne, encore plus cet été avec l'absence de touristes. Alors les quelques Parisiens qui restent se sentent bien seuls. Ils profitent comme ils peuvent de la capitale désertée pour redécouvrir certains lieux, s'installer et pique-niquer sur les bancs de Montmartre, Magnifique. du Champ de Mars. Problème, en plus d'une pénurie d'hommes, il y a une pénurie de bancs. Et qu'à la ville de Paris commence à renouveler une partie de son mobilier urbain et donc enlever tous ces bancs. Ils sont censés être remplacés par d'autres plus modernes. Ouais. Dans les faits, Mais on les attend. c'est pas vraiment le cas. Alors les riverains, ça les énerve. Il faut les comprendre. Plus personne. Alors ça, habituellement, ils se plaignent quand il y a trop de monde. Oui. C'est un paradoxe, mais bon, je chercherai à comprendre plus tard. Mais aussi plus de bancs. Alors ils appellent à l'aide. Paris, m'entends-tu? Paris, m'entends-tu? Il dit quoi le monsieur? Je suis pas sûr de comprendre. M'entends-tu? Non, l'autre, c'est les soirs de Classico. D'accord. M'entends-tu? Oui, d'accord. Voilà. C'était pour être sûr. Ils ont donc décidé de racheter un banc à la mairie de Paris. Un banc dessiné par Gabriel Daviou du 11e arrondissement qui, selon un collectif de Parisiens, n'aurait pas dû être retiré. Plus de 5000 € ont été collectés pour permettre de l'acheter lors d'une vente aux enchères, mais l'objectif n'était pas de l'acheter pour le mettre dans leur jardin. Bah oui, 5 Non. 000 € ça fait un peu cher quand même. Voilà, ils souhaitaient le remettre à celle qui est à l'origine du supposé problème. Une idée, Bastien? Anne Hidalgo? À Moi, cause de qui je vous veux pouvez pas de plus faire problème, moi. Voilà, à cause de qui vous pouvez plus faire de pointe de vitesse sur les quais de Seine, Bastien? Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, voilà, C'est de donc- très bonnes mesures. C'est bien la piétonisation des quais. À l'origine de tous les problèmes des Parisiens, route bloquée, c'est Hidalgo, poubelle pas sortie la veille au soir, c'est Hidalgo. Alors, C'est faux. Beaucoup de mauvaise foi. on ne sait pas quand ils remettront ce banc à la maire de Paris. Une chose est sûre, pour les Parisiens qui se sentent seuls dans moins d'un mois, tout le monde revient et la bamboche va pouvoir repartir. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des
Il y a tout un symbole de l'excellence de Paris en matière de mobilier urbain qui disparaît progressivement, a expliqué une membre du collectif qui promet d'autres actions similaires. On a hâte en tout cas. Et Madame Hidalgo devrait avoir beaucoup de cadeaux. Ça lui fera plaisir, je pense. Merci Théo Grévin. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h18 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, 19 à l'instant. Si cet été vous partez en vacances sur un bateau et que vous commencez à avoir le mal de mer, pensez à l'inconnu au bataillon qu'Axel Rebo vous présente dans quelques instants. Il a passé 14 mois sans mettre un pied sur terre. Juste avant de le découvrir, c'est une collaboration entre l'américain roi du reggaeton Nicky Jam et le sex symbole espagnol Enrique Iglesias, premier à sa sortie en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas ou encore en Suisse. C'est El Perdón sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h26 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, Storytelling Summer, c'est jusqu'à 21h. Pour le coup, voilà, je bégaye, je bafouille, mais allez vous abonner aux réseaux sociaux de Fréquence ESJ pour pouvoir vous moquer de moi encore plus sur Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok par exemple. N'oubliez pas, abonnez-vous partout pour suivre l'actualité. Adrien Hardy est avec nous. Votre passion dans la vie, c'est noter les erreurs que font les autres et qui ont de grosses conséquences. Adrien, ce soir, direction le Nouveau-Mexique avec une très grosse boulette. Il arrive que certaines opérations menées par les pompiers ne se passent pas toujours comme prévu. Ici, c'est un peu plus spécial, Adrien. Les pompiers ont pas toujours les meilleures idées, ou en tout cas, ils ne les appliquent pas très bien à chaque fois. Il arrive que... on dirait un slogan que vous avez sorti comme ça, comme si... Bon, on sait très bien, les pompiers n'ont pas toujours les meilleures idées. Il arrive que parfois, les soldats du feu brûlent quelques petites zones d'une forêt. Aïe, aïe, aïe. L'objectif de ces opérations est d'empêcher un énorme incendie d'avoir lieu, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire au Nouveau-Mexique. Et ils essaient de créer une sorte de ceinture qui empêcherait un feu de forêt de s'étendre. 2000 pompiers sont mobilisés pour faire de cette opération une véritable réussite. Ils commencent donc à brûler des petites parcelles de la forêt. Les petits nouveaux, quand le feu commence à prendre, ils sont comme ça. Et après ils chantent en arabe, logiquement. Au début, ils arrivent super bien à gérer les mini-incendies en plus. Ouais, bah super, c'est un peu leur boulot, mais ils ont oublié quelque chose d'essentiel pour ce genre d'opération en fait. Avant d'allumer un feu de cette ampleur, il faut obligatoirement vérifier s'il n'y a pas trop de vent. Ah bah oui. Au cas où, ça peut être dangereux. À un moment, un pompier se retourne parce qu'il entend quelque chose derrière lui de pas très rassurant. Waouh! Quelle tornade! Oh la tornade, salut! En vérité, c'est pas vraiment une tornade, mais de fortes bourrasques de vent, et ça va tout ruiner. Et les pompiers perdent très rapidement le contrôle de leurs incendies volontaires. Le feu se propage partout, et le pire, c'est que ça va durer très longtemps. Combien? Plus d'1 mois. Ah ouais. Ah oui. Les 2000 pompiers déjà sur place sont donc obligés d'éteindre un gigantesque feu de forêt qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Ouais. Non, je panique, je panique. Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson, c'est pas sûr que ça soit la meilleure des solutions. Mais après, si vous arrivez à déstresser comme ça, bah tant mieux. Hein. Moi, c'est mon petit secret et ça commence à se voir. Et ce feu va avoir des conséquences catastrophiques. En même temps, un incendie qui dure 1 mois, ça peut pas bien se terminer. Bah oui. Des dizaines de milliers d'hectares partent en fumée et 400 familles sont privées de logement. Pas super cool. Bah ouais. Et en règle générale, des opérations de ce type ont souvent lieu et se passent très bien. C'est juste l'exception qui confirme la règle. L'incendie a aussi fait pas mal de dégâts à l'écosystème de la forêt. Ces feux de forêt volontaires pour protéger les habitants du Nouveau-Mexique ont terminé en véritable fiasco. Merci Adrien Hardy. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h29 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est ensemble jusqu'à 21h pour votre épisode de Storytelling spécial Summer. Fréquence ESJ continue à vous accompagner pendant tout l'été, que vous soyez en vacances ou au travail. On est là pour vous. Et au paradis, on y va maintenant. Il y a des gens bons, du Madrange par exemple, du Fleury Michon, du Herta, mais aussi il y a des gens très bons. Alors là, je vais me faire frapper. Voilà. Je reçois des projectiles, des petites claques derrière la tête, mais ce n'est pas grave. Il y a des gens, des lunettes de soleil, non de piscine plutôt. Oui, je disais qu'il y avait des gens très bons et au-dessus d'eux, il y a un homme, un saint. Zoé Bontemps, vous l'avez rencontré puisque vous êtes la secrétaire du paradis. Il s'agit du moine Pierre Pérignon et le 4 août 1693, il y a 328 ans, jour pour jour, Pierrot le moine invente la boisson des dieux, le champagne. C'est un homme sans qui je ne serais sûrement rien. Peut-être même pas né. Et vous Vous connaissez bien mes parents. Et vous non plus d'ailleurs, au 4e mariage de votre cousin cet été qui va encore se terminer en divorce parce qu'il sera infidèle. Pour apprécier ce genre d'instant, nous avons sur terre le champagne.
tout ça, c'est grâce à... Alors, il faut dire que Zoé Montan vient de faire le bruitage à la bouche. Hein. Elle a beaucoup de talent. Je me suis entraînée pendant 10 jours. Et tout ça, c'est grâce à un homme, un demi-dieu pour moi. Et non, je ne parle pas de Benjamin, notre grand patron, mais bien de Pierre Pérignon. De Pierre Pérignon, aussi connu sous le nom de Dom Pérignon. Dom Pérignon, oui. Ni vigneron, ni alchimiste. Dom Pérignon, c'était en fait un moine qui s'occupait de vignes dans l'est de la France. Tout ce qu'il y a de meilleur vient évidemment de l'Est. Vous venez d'où, Zoé, déjà? Oh, je vous dirai pas. D'accord. L'Est. Notre béni moine cherchait en cette année 1693 une manière plus propre de conserver le vin. À l'époque, les bouchons étaient un bout de bois avec un tissu imbibé d'huile, pas très propre en fait. Ouais, pas très esthétique non plus. Il décide alors de couler de la cire d'abeille sur le goulot des bouteilles pour qu'elles soient totalement hermétiques. Sauf que quelques semaines plus tard... Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pch, et ça fait vroom. Et ben les bouteilles, elles explosent. La bonne surprise. Voilà, en fait c'est le sucre de la cire qui est tombé dans la bouteille qui a causé une deuxième fermentation qui cette fois-ci est gazeuse. Le 4 août 1693, c'est donc l'invention du champagne. Le champagne, et je rappelle qu'il est bien sûr comme tous les alcools à consommer avec modération. Ce vin, il devient le préféré de Louis XIV, mais les vignerons n'arrivent pas à gérer les bulles au début. Il est même surnommé le vin du diable ou saute-bouchon. Oh, saute-bouchon. C'est sympa, c'est très mignon. Mais bon, ici au paradis, je vous assure que la rivière près du cours de tennis, c'est bien du champagne. Génial. Et que Satan, lui, il boit seulement du Dr Pepper. Dumpé, il décide de maîtriser ce vin de Dieu en utilisant un bouchon de liège qui sera maintenu, pour pas que ça s'en aille, grâce à une ficelle de chanvre imbibée d'huile, elle aussi, ils aiment beaucoup l'huile. Mais surtout, il a l'idée de prendre des bouteilles avec un verre plus épais pour éviter que ça pète. Et Dom Pérignon est donc à l'origine du processus de création du champagne, mais en réalité, il a surtout essayé d'en atténuer les effets. Bah en fait, lui, il faisait du vin doux, pas gazeux. Donc en fait, un petit cidre quoi. Pas du tout, c'est absolument pas la même chose. C'est du jus de pomme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tout ça, ça l'ennuyait un petit peu. Il faudra remercier donc les Anglais et Louis XIV qui ont fortement participé à la popularité du champagne. Champagne. Remercier les Anglais, moi ça me ferait mal. Et si vous vous intéressez à l'histoire de cette boisson, sachez qu'un nouveau musée du vin et du champagne a ouvert en mai dernier dans la ville de Dom Pérignon, où il a découvert le champagne. C'est à Épernay dans la Marne. Merci Zoé Montan. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 20h33 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Réagissez sur les réseaux sociaux pour cet épisode de Storytelling Summer. Sur Twitter par exemple avec le hashtag Fréquence ESJ. Parce qu'aujourd'hui il fait bon, il fait chaud en ce moment. Un plaisir pour ceux qui adorent cette saison, mais une horreur pour ceux qui sont très bizarres et qui aiment l'hiver. Alors pour leur faire plaisir, Axel Rebaud, vous nous emmenez en décembre 2012 quand José Salvador Alvarenga prend la mer pour aller pêcher le requin au large du Mexique. Bon, déjà ça part mal, on va pas se mentir, mais il est aujourd'hui surnommé le naufragé du Pacifique et pour cause, bloqué sur son radeau, il ne remettra les pieds sur la terre ferme que 14 mois plus tard, Axel. Et ça s'annonçait plutôt, pardon. Et je suis stressé pour lui. Ça s'annonçait pourtant comme une super journée. José Salvador Alvarenga est né au Salvador. Il a son nom du pays dans le nom en fait. D'accord. Mais en fait, il bosse au Mexique, donc depuis des années en tant que pêcheur. Il connaît bien le métier, il connaît bien la région. Donc c'est confiant qu'il prend le large avec son collègue le 24 décembre 2012. La fin du monde prédite par les Mayas passée de 3 jours. Ouf, donc bon, il se dit, c'est bon, c'est derrière moi, la vie continue, ça va être super. José, assieds-toi, il faut que je te parle. C'est une tempête d'une puissance inattendue qui va emporter leur bateau au large du Pacifique. Ils se retrouvent bloqués à 2 sur une petite embarcation d'à peine 7 mètres de long. Ne vous plaignez plus jamais d'un confinement à domicile. Non, vous au moins vous aviez un toit au-dessus de votre tête et un sol qui tangue pas surtout. Pour José, c'est le début d'un long calvaire qui démarre. Il va voguer au rythme du courant, du vent, des tempêtes. Il ne se nourrit que de ce qu'il trouve à portée de main, c'est-à-dire du poisson, des oiseaux qui se posent sur son embarcation, mauvaise idée, et des tortues. Le tout cru, bien sûr, sinon c'est trop facile. Son compagnon, lui, ne va malheureusement pas supporter le régime, ne survivra pas au voyage. Ah oui, dommage pour lui. Et c'est 14 mois plus tard, en janvier 2014, que son bateau s'échoue enfin sur l'une des îles Marshall, au beau milieu de l'océan Pacifique. Il est parti du Mexique, on le rappelle. Du Mexique pour arriver au milieu de l'océan, 14 mois dérivés, c'est un record absolu. Heureusement, ce bateau s'est échoué sur une île habitée où il a pu être secouru. T'imagines sinon. Non, là vraiment il aurait eu un karma horrible, je pense.
José a donc été sauvé après avoir parcouru 12 500 km. Ouais, beau score. Mais à son retour, Rosé se heurte à un mur. Beaucoup en fait sont sceptiques et ont du mal à croire son histoire. Non, je retire ce que j'ai dit, il a un karma pourri. Complètement pourri. Non, mais en même temps, on les comprend. Tenez, pensez à un moment de votre vie, à un endroit où vous étiez au cours de l'année 2013. Ça y est, vous l'avez en tête? Oui. Bah lui, il est en mer. Toute l'année. Toute l'année, il y était. T'as vu quoi cette année? De l'eau. Que de l'eau et des tortues. Des mouettes. Bah c'est vrai que ça paraît gros. Et pourtant, les enquêteurs retrouvent les proches de José. On recoupe des informations météorologiques. On lui fait même passer un détecteur de mensonges. Et il dit vrai. José Salvador Alvarenga a bien survécu au périple qu'il raconte. On le surnomme depuis le naufragé du Pacifique. Ouais, il n'a pas volé son surnom. Et José Alvarenga a aujourd'hui 46 ans et il vit au Salvador. Il a depuis développé une phobie de la mer. On peut le comprendre. Ou en tout cas, vous ne risquez pas de le croiser cet été à la plage. Merci Axel Rebaud. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h36 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Un petit investisseur avec la pire mémoire de l'histoire. C'est l'auteur de La Boulette d'Adrien Hardy qui arrive dans quelques instants. À ses côtés, le CSA de Manon Blangis qui a enquêté sur Sean Paul. Juste avant, c'est le moment où je vais peut-être passer pour un gros débile. Mais j'ai appris un truc hier. Cascada n'est pas le nom d'une chanteuse. Et non, c'est en fait le nom d'un groupe qui réunit la chanteuse que vous connaissez sûrement et deux DJ allemands. En 2007, ils ont remporté le titre du meilleur single de l'année grâce à un tube. C'est Every Time We Touch sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h40 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Ensemble jusqu'à 21h dans cet épisode de Storytelling Summer, l'émission qui vous accompagne tout l'été. On est là pour vous. On a déjà été là tout le mois de juillet. On continue à être là pour vous tout le mois d'août pour vous accompagner, que vous soyez au travail ou que vous soyez en train de profiter pendant les vacances. Manon Blangis, vous êtes de retour pour nous faire le rapport d'une de vos enquêtes du CSA. Elle date de 2002 et en tant que directrice du conseil de surveillance des artistes, vous étiez bien sûr intéressé à la création d'un des hits de cette époque. Et entre David Guetta et Eminem, il y avait une musique d'un certain Sean Paul qui a réussi à se démarquer. Vous l'avez peut-être déjà écouté cet été, c'est un passage obligatoire si vous aimez danser. Manon, vous nous dites tout sur Get Busy de Sean Paul. Alors je propose qu'on ne mette que la musique et que je fasse pas juste on écoute Sean Paul. Non, c'est génial. On part en Jamaïque au début des années 2000 et l'histoire de Get Busy ne commence pas avec Sean Paul mais avec un musicien. Qui ça? Steven Marden alias Lenky. Et il faut savoir en fait qu'en Jamaïque il y a un style de musique prédominant, le raga dancehall. C'est ce que fait donc Sean Paul. Et en dancehall on ne pose pas sa voix sur une instru comme pour toute autre musique mais sur un rhythm. C'est quoi? Rhythm en fait ça veut dire rhythm, rythme en gros. Et en fait c'est une séquence musicale tout simplement qui va servir de base à une ou plusieurs chansons. Puisqu'en Jamaïque en fait les producteurs créent des rythms et ensuite plusieurs chanteurs à enregistrer avec ce seul et même rythme. Donc en fait tout le monde a la même base musicale pour faire plusieurs chansons. En gros c'est le concours de celui qui fera les meilleures paroles sur le rythme. Voilà, en gros c'est ça, la meilleure mélodie. Et ce qui fait qu'ensuite ils ont un album construit autour d'un rythme. Et c'est ce que va faire Lenky. Il crée son propre rythme, le Diwali Rhythm, qui deviendra peut-être le plus connu d'entre tous. Bon, clairement on peut le dire. Alors il le crée entre 98 et 99 et ça donne ça. Bon, voilà, vous avez le rythme en tête. C'est tout simple. Comme tous les producteurs à cette époque, il va donc sortir son album, Diwali, construit sur ce rythme. Et vous voyez où je veux en venir. Notre petit Sean Paul a utilisé le Diwali Rhythm. Écoutez bien le rythme et les claquements de mains. Voilà, bah j'entends les claquements. Très bien. En revanche, c'était la dernière chanson à être enregistrée pour l'album Diwali. Donc elle a été rajoutée un petit peu plus tard, genre plusieurs années plus tard sur l'album, ce qui n'a pas empêché que Get Busy devienne la plus connue. Et pour l'écrire, Sean Paul a été aidé de son frère Jason. Oui, alors en fait il se fait appeler Jigzagula, mais je lui ai dit d'arrêter. On va l'appeler Jig. Voilà, Jig. En tout cas, ils étaient en voiture quand ils ont réfléchi à la chanson et c'est Jigzagula qui a dit à Sean Paul d'ajouter de la mélodie parce que sinon, en fait, Sean Paul il avait décidé de sortir les phrases tout droit comme ça. D'accord, un peu sec quoi. Il n'y a pas de mélodie pour lui, sans sucre ni sel. Et c'est aussi dans la voiture, tout s'est passé dedans en fait. Dans la création de Get Busy, c'est dans la voiture que Sean Paul a eu l'idée de l'intro de Get Busy. Quelle voiture? Le modèle? Je ne saurais dire, désolé. Il faut enquêter encore maintenant, c'est pas sérieux. Pardon. Alors,
En fait, Get Busy, ça parle de soirée où les filles dansent et au début, on entend ça. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Ah là, on danse tous si mal dans le studio. C'est magnifique. En traduction, bouge tes fesses, Miss Kana, Miss Annabella, bouge tes fesses, Donna, Jody and Rebecca. Ce sont donc les dernières paroles que Sean Paul a écrites pour Get Busy. Alors en fait, il cherchait l'intro et dans sa voiture, sa copine, qui est maintenant sa femme, Jody, l'a appelé et lui a demandé si tout simplement il pouvait citer son nom issu de sa pote Kana. Elles étaient ensemble et ils se sont dit oh ça pourrait être sympa un petit kiff comme problèmes. Ça. Voilà. Bon, il a clairement été obligé d'accepter et donc ça a fait son intro. Alors du coup, si Sean Paul nous écoute, si tu peux citer Manon Blanchet directement. Voilà, moi je suis chaud toujours. C'est vrai que c'est bizarre, on vous crédite jamais sur les morceaux mais maintenant. Je trouve ça très injuste. Alors je les ai tous aidés. Bah oui, Get Busy qui figure sur l'album Duty Rock de Sean Paul et c'est cet album qui lui permettra de s'imposer comme le représentant du dancehall dans le monde entier. Merci Manon Blanche-10. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h45 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. On est ensemble dans cet épisode Storytelling Summer jusqu'à 21h. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Fréquence ESJ pour revoir toutes les vidéos, toutes les émissions 20 ans l'invité, mais également Storytelling en replay. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. D'ailleurs, sur YouTube, vous avez dû tomber sur ce genre de vidéos qui vous disent d'investir dans tout et n'importe quoi. Eh bien, ce n'est pas ce que c'est ce que vous nous proposez plutôt, Adrien Hardy, avec le Bitcoin. C'est peut-être pas le meilleur moment. Vous arriverez peut-être un petit peu tard dans la course, mais une personne avait flairé la belle affaire il y a quelques années. Adrien Hardy, vous nous partagez une erreur qu'il ne faut surtout pas faire si vous possédez des bitcoins et que vous tenez un petit peu à votre argent. James Owells, un informaticien du Pays de Galles, mise tout sur une nouvelle monnaie d'internet, le bitcoin du coup, en 2009. Ah oui, donc il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il doit avoir une sorte de 6ème sens. En plus, il va miner pas moins de 7500 unités. Il est vraiment bien. Et en plus, il a tout prévu. Il sauvegarde ses bitcoins sur un disque dur de son ordinateur portable. Bah, il est super bien organisé. Et un jour, l'informaticien décide de vendre son PC. Mais bien sûr, il est pas idiot. Bah oui. Il garde son disque dur. Bah voilà. Il attend que le bitcoin, en fait, il prenne encore plus de valeur. Malin. L'erreur, elle va arriver un petit peu plus tard. Un jour, en 2013, il va décider ça. Je vais faire le grand ménage de printemps. Et c'est probablement la pire idée de toute sa vie. Ouais, parce qu'il met son disque dur de côté et le perd finalement de vue. Normalement, ça doit être quelque chose auquel faut faire très attention. Bah oui. Faut pas le laisser dans un coin et faire le ménage comme si de rien n'était. Ça vaut quand même énormément d'argent. Aujourd'hui, pour question équivalence, ça vaudrait environ 200 millions d'euros. Ah oui, ça fait un petit peu, oui. Ouais. Moi, si j'avais perdu quelque chose de ce genre, j'aurais réagi comme ça. Mon précieux. J'aurais vraiment pas été bien du tout. Ouais, et en plus physiquement, il y a pas photo. Il explique l'avoir accidentellement, de rien. Il explique l'avoir accidentellement jeté en fait avec les ordures sur le disque dur. Il a dû se refaire tout le film dans sa tête. Chérie, oublie pas de descendre les poubelles. Le sac d'ordures à la main, un disque dur valant plusieurs millions d'euros dans le sac poubelle qui partent à la déchetterie. Aujourd'hui, son trésor repose sous terre. D'ailleurs, si quelqu'un est chaud pour m'accompagner au Pays de Galles ce week-end, faudra juste prendre une pelle et une carte du pays. Pourtant, le jeune homme n'a pas semblé être très attiré par cette nouvelle en fait. Quand il perd... attristé, pardon. Attristé, pardon, excusez-moi. Quand il... pardon, mais vous parlez très mal, monsieur. Quand il perd son disque dur, on est en 2013, ça vaut déjà pas mal d'argent, mais c'est pas non plus énormissime. Ouais. Le bitcoin vaut alors $273. Bon, ça fait quand même une belle somme de perdu. Déjà, ouais. J'imagine pas sa tête aujourd'hui. Ouais, il ne faut pas oublier que parier sur cette monnaie, c'est quand même très compliqué et qu'elle fluctue pas mal en permanence. Les gens y perdent plus qu'ils n'y gagnent généralement. Faites donc très attention à vos disques durs parce que sinon vous auriez 200 millions d'euros aujourd'hui. On ne sait jamais ce qu'il y a dessus. Merci Adrien Hardy. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 20h48 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Dans quelques instants, on retrouve deux milliardaires fans d'art et un objet indispensable de l'été avec Raphaël Bardona et Théo Grévin. Pas Théa, non, c'est sa sœur. Juste avant, vous prenez un tube de deux légendes de la pop, Paul McCartney et Michael Jackson, avec Say Say Say. Vous le faites remixer par deux DJ néerlandais du groupe High Tack et ça donne un morceau électro survitaminé. C'est Say 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 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h51 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Et oui.
et oui, Benjamin Poulain crie parce que c'est déjà fini dans un peu moins de 10 minutes. Alors, Oui, vraiment. là, c'est un animal blessé au bord de la route. Amenez un fusil qu'on le finisse parce que là, ça me fait peur. En tout cas, Storytelling Summer, c'est jusqu'à 21h et on vous accompagne pendant votre été au travail ou en vacances. On fête aujourd'hui un anniversaire en ce 4 août, les 200 ans de la naissance de Louis Vuitton, l'homme à l'origine de la marque de luxe. Aujourd'hui dirigé par Bernard Arnault, le groupe LVMH a bien grandi et le milliardaire français affronte depuis plusieurs décennies un autre Français, Cocorico, François Pinault, le propriétaire du groupe Kering. Raphaël Bardona, vous êtes penché sur le dernier caprice de ces deux gamins de plus de 70 ans quand même, monter la meilleure fondation d'art. Bastien, si vous pesiez 55 milliards d'euros comme François Pinault, ça commençait mal. Attendez, ou encore mieux, 165 milliards comme Bernard Arnault, qu'est-ce que vous feriez? Moi je sais pas, j'essaierais d'éradiquer la faim dans le monde ou faire des choses bien pour les gens. Vous avez vraiment des ambitions de pauvres. Eux, leur grande passion c'est l'art et ils se sont dit tiens, je vais monter une fondation. Problème, ils ont l'idée en même temps. Oh mince. Et c'est François Pinault qui dégaine en premier. En 2000, il trouve un terrain bien placé sur une île au milieu de la Seine, en plein Boulogne-Billancourt. Il trouve un architecte ultra connu pour le construire, Jean Nouvel. Jean Nouvel, bien sûr. 5 années se passent, rien n'avance. Du coup, Pinault lâche l'affaire et achète un ancien palais à Venise pour y mettre tous ses tableaux. Dans leur cours de récré, on se console comme un peu, quand même. Moi, je prends un garde-meuble pour mettre les trucs où j'ai plus de place. Et en 2007, Bernard Arnault trouve lui aussi un terrain à Boulogne-Billancourt. Et c'est aussi un site d'exception, en plein cœur du bois de Boulogne. Sauf que lui, il s'accroche. Annulation de permis de construire, problème avec les riverains, rien ne le décourage. Il veut absolument montrer qu'il est meilleur que son pire ennemi de la cour de récré. En 2014, il a le Graal, il ouvre sa fondation dessinée par un autre architecte ultra star, l'américain Frank Gehry. Sacré Frank Gehry. Et là, François Pinault, il s'énerve tout rouge et il se remet en quête d'un lieu pour héberger sa fondation. Et il fera mieux qu'Arnaud. Il trouve un bâtiment d'exception situé au centre de Paris, lui. Un bâtiment historique, quoi, à Châtelet. La bourse de commerce, bâtie en 1886. J'aurais pas aimé, Et il a ouvert sa fondation en mai dernier. Une inauguration repoussée de nombreuses fois à cause de la Covid-19. Une petite grippette que je connais bien. Je sais pas vous, Bastien. Moi je la connais pas. Voilà. Non, par rapport à ça, moi à l'école, à la récré, on se battait pour avoir les meilleures cartes Yu-Gi-Oh! Eux, dans la cour de récré de l'EHPAD, c'est à coup de fondation et de gros sous. Moi c'était plus les billes. Voilà. Mais après, vous êtes si vieux, Bastien. C'est très méchant ce que vous venez de dire. C'est très Tous les deux ont désormais leur fondation, mais ça ne leur suffit pas. Ils ne seront jamais potes parce que ils trouvent toujours un moyen de s'affronter sur autre chose. Quand on est vieux et plein de milliards, il faut bien trouver une façon de faire passer le temps. Merci Raphaël Bardona. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h55 sur Fréquence ESJ, It's and Talk Storytelling. Excusez-moi. Elle a mal la bête. Ouais, on a visiblement un animal perdu dans le studio. Storytelling Summer, c'est jusqu'à 21h, donc dans moins de 5 minutes, mais on passe encore quelques instants ensemble, et parce que c'est l'été, il fait donc encore un peu jour, et vous profitez sûrement encore du soleil. En même temps, l'été, c'est fait pour ça, mais attention, le soleil peut être aussi dangereux, alors vous mettez de la crème solaire, mais aussi vos lunettes de soleil, des incontournables Ray-Ban aux lunettes pourries à 10 € sur la plage. Il y en a pour tous les goûts. Théo Grévin, on s'intéresse avec vous à une des ventes records de l'été et dont le prix peut parfois interroger. Et ces lunettes de soleil, c'est loin d'être une invention récente. Elles sont nées il y a près de 2000 ans grâce à l'empereur romain Néron. Il assistait au combat des arènes en observant les gladiateurs à travers des plaques d'émeraude. Et oui. Et aujourd'hui, ça a bien changé. C'est le petit supplément de frime posé sur le nez. C'est vraiment au XXe siècle qu'elles vont se démocratiser lorsqu'elles vont équiper les pilotes de chasse de la Première Guerre mondiale. Et petit à petit, leur rôle va changer et elles ne servent plus seulement à protéger du soleil, elles mettent aussi à distance la star du monde réel. Voilà, que serait Karl Lagerfeld ou Madonna sans leurs lunettes noires? Effectivement. J'ai mieux, que serait-il lui sans ses lunettes noires? J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Il ne serait rien. Voilà. Manon Blangy s'est bien placée pour le savoir. C'est une lunette qui fait tout. Gims, l'homme aux lunettes de soleil. En clair, aujourd'hui, elle vous protège les yeux, mais elle compte parmi ces accessoires de mode qui montrent votre goût et façonnent votre style. Effectivement. Aide-moi à la phrase. Ouais. Oh, c'est magnifique. Vraiment, là, vous êtes dit, là, il faut que je tisse. Là, il y a un truc, là. D'ailleurs, il y a les indétrônables Ray-Ban, bien sûr, pour les personnes qui n'ont aucune personnalité, mais aussi d'autres exemplaires un peu plus chers. Les 5 paires de
lunettes de soleil les plus chères au monde. Il y a un article, et oui, là-dessus. On sait qu'Axel l'a pas écrit parce que pour lui, ces lunettes Ray-Ban achetées sur Wish à 10 balles sont les plus chères au monde. Alors que les lunettes Panthère de chez Cartier coûtent 132 000 euros. Ah oui, d'accord. Ouais, la monture est en or blanc, 18 carats. D'accord. Il y a aussi 645 saphirs et 561 diamants. Ah oui, celle-là, ça explique le prix. Je les emmène même pas à la plage. Quand je les oublie. Il y a aussi celle qui a longtemps été la paire de lunettes la plus chère, mais c'est la dégringolade. Les Dolce & Gabbana, et oui, monture en or et vert teint en brun, ça suffit plus. Oui. Les lunettes de Rigaud Vision les ont remplacées. Le prix fait lui aussi très peur. 339 000 euros. Ah oui, d'accord. Ça fait mal. Ouais. Alors pour 339 000 euros, on peut avoir quoi? Une voiture de sport magnifique, voilà, ou une déjà. maison, déjà. Une maison, oui. Oui, mais moi j'ai un sens des priorités assez spécial. Ces lunettes, vous en verrez pas beaucoup sur les plages. 60 grammes d'or sont sur les lunettes, 51 diamants. D'où la chanson créée par Greg Leroc. Greg Leroc. Oui, Greg Leroc, c'est un nouvel artiste que je vous fais découvrir ce soir. D'accord. Et il avait sûrement dû voir le prix de ses lunettes de soleil au moment de l'écriture du texte. Si j'ai assez d'argent, je sais ce que je veux m'acheter. Ces lunettes. C'est nul. Des lunettes de soleil. On remercie un Greg. bel artiste en devenir. C'est vrai, un bel artiste en devenir. On embrasse Greg Leroc en tout cas. Et espérons qu'il fasse des chansons en fonction à chaque fois. Et la même carrière que Gims. Et la même carrière que Gims et ses lunettes de soleil. Il y a quelques semaines, sortait un épisode spécial de Friends. On vous en a parlé dans Storytelling. Et bien sachez que les lunettes emblématiques de Matt Leblanc, alias Joey, sont disponibles également sur Amazon. Il s'agit de la marque Ray-Ban. Merci pour toutes ces informations, Théo Grévin. Storytelling en direct jusqu'à 21h. Storytelling Summer épisode 5, c'est déjà fini. Et oui, et maintenant on a plusieurs animaux morts dans le studio. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de Storytelling. Je vous rappelle que Storytelling, ça continue tout l'été. Donc ne manquez pas pendant tout le mois d'août. Nos prochains rendez-vous, ce sera la semaine prochaine. Merci à Manon Blangy, Axel Rebaud, Théo Grévin, Raphaël Bardena, Adrien Hardy et Zoé Bontemps de m'avoir magnifiquement accompagné tout au long de cette émission. Merci Cochet, évidemment. Merci. Mais je vous en prie, moi c'est mon travail. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok pour ne rien rater de l'actualité de notre média et de faire un tour aussi sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez toutes nos émissions et reportages. Nous, on se donne rendez-vous donc mercredi prochain à 20h pour une nouvelle heure d'histoire incroyable mais vraie dans Storytelling Summer. D'ici là, prenez soin de vous, allez à la plage, prenez du bon temps et passez une très bonne soirée en musique sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.